Bienvenue à tous dans Neutrality Studies. Je m'appelle Pascal Lotaz, je suis professeur associé à l'Université de Kyoto et aujourd'hui je suis accompagné de mon ami et collègue, l'analyste en relations internationales, Lasha Kazaratz. Lashka, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Merci. C'est bon d'être de retour, Pascal. Ravi de te revoir. Lasha, beaucoup de choses se passent en ce moment en Géorgie et autour, et tu es la personne idéale pour en parler. Commençons peut-être par quelque chose qui m'a le plus surpris. Hier encore, c'est toi qui m'en as informé. L'une des plus grandes chaînes de télévision privée de Géorgie, Imedi TV, vient d'être sanctionnée par le Royaume-Uni. Peux-tu me donner les dernières informations à ce sujet et aussi expliquer à nos téléspectateurs, en dehors de la Géorgie, ce qu'est Imedi TV et quelle est son importance dans le pays? Absolument. C'est un autre événement étrange dans la série. De nombreux événements tout aussi étranges qui se sont abattus sur la Géorgie ces dernières années et ces derniers mois. Imedi TV est donc le plus grand réseau de diffusion. Pour nos publics occidentaux, on pourrait comparer cela à CNN ou Fox News, juste pour donner une idée de l'échelle. Mais pour un petit pays comme la Géorgie, c'est le réseau médiatique le plus populaire et le plus complet. Et ce matin même, j'ai appris, comme tous mes collègues, qu'Imedi TV avait été sanctionné par le Royaume-Uni. L'accusation, comme d'habitude, est qu'Imedi TV aurait provoqué. Pensez simplement à ce qu'ils ont dit. Ils paraphrasaient, bien sûr, mais affirmaient qu'Imedi TV provoquait ou attisait davantage le conflit en Ukraine. Comme si Imedi TV avait quoi que ce soit à voir avec le conflit en Ukraine, ou qu'elle l'avait causé, ou qu'elle l'avait d'une manière ou d'une autre aggravé, en disant en substance que la Géorgie avait fait le bon choix en ne s'y mêlant pas, en n'ouvrant pas un second front, ou d'une manière ou d'une autre, en ne fournissant pas de soutien militaire à l'Ukraine, parce qu'elle comprenait que le faire serait existentiel. Cela représenterait une menace existentielle pour la Géorgie. C'est essentiellement le récit que, vous savez, Imedi TV et son équipe éditoriale ont maintenu tout au long depuis le début de la guerre. Ce qui, dans des circonstances normales, dans un état psychologique collectif normal d'un pays, ne devrait pas être un choc ou quelque chose d'aussi inacceptable qu'on puisse sanctionner, vous savez, une grande chaîne de télévision dans un état souverain. Donc on peut voir ce genre de choses, ce que nous connaissons tous sous le nom de fascisme libéral. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. En d'autres termes, si vous ne répétez pas leur propagande, alors vous n'avez pas le droit de parler. Et ils appellent cela le libéralisme. Ils appellent cela la démocratie. Ils appellent cela la promotion des droits. Mais si vous inversez la situation, si vous écoutez par exemple les chaînes de télévision d'opposition qui ne cessent de glorifier certaines anciennes vedettes néoconservatrices, ou des figures célèbres, voire tristement célèbres, comme Tori Nuland par exemple, présentée comme une héroïne, une exportatrice de démocratie, cette femme courageuse distribuant des sandwichs en plein Maïdan en 2014, cela, c'est autorisé. Faire la promotion de ces mêmes individus et redorer la réputation de personnes connues pour être des néoconservateurs, connus pour leur haine viscérale de la Russie, et fondamentalement reconnus comme faisant partie des causes ou des provocateurs de cette guerre. Les glorifier et les défendre publiquement et dans la sphère médiatique, cela, c'est acceptable. Mais quiconque dit le contraire et affirme « Attendez une minute, vous savez, regardez, nous apprécions ce que, disons, l'establishment néoconservateur sous Bush essayait de faire, mais ça n'a pas fonctionné. Alors prenons un peu de recul et réfléchissons à deux fois avant de monter dans ce train de l'invective contre la Russie
ou de continuer à permettre à la Géorgie de devenir ce bélier contre la Russie. Non, c'est inacceptable. C'est une propagande considérée comme pro-russe. En d'autres termes, pour faire court, ces gens ne seront satisfaits que si vous vous sacrifiez pour leur idéologie et pour leur haine viscérale de la Russie, n'est-ce pas? Oui, et encore une fois, c'est que Imini TV a un positionnement clair à mon avis, ou d'après ce que j'ai entendu de ta part, car je ne parle pas moi-même le géorgien. Mais elle a un positionnement clair concernant la guerre en Ukraine, la politique locale, et ainsi de suite. Mais la plupart des chaînes de télévision en ont un, et la plupart des journaux aussi. Je veux dire, nous savons à quoi nous attendre des articles du New York Times, et nous savons à quoi nous attendre des articles d'autres médias, n'est-ce pas? Avoir une teinte politique est normal. Donc, l'allégation selon laquelle quelque chose serait de la propagande est en réalité davantage une reconnaissance qu'une manière de voir les relations internationales, où la politique est celle que l'on approuve et l'autre est celle que l'on n'approuve pas. Mais le fait que nous vivions désormais dans un monde où l'Occident libre et libéral, commence à sanctionner des médias à tout va, est en réalité l'aveu que quelque chose a terriblement mal tourné. Jacques Beau, mon compatriote aujourd'hui sanctionné dans l'Union européenne, ne cesse de rappeler que pendant la guerre froide, en Occident, en Europe, on pouvait acheter la Pravda. Ma mère, qui travaillait dans un kiosque de gare dans plusieurs villes de Suisse, disait « Oh oui, nous vendions la Pravda dans les années 1970 et 1980. » Oui, c'était un journal populaire. Et personne n'avait l'idée de sanctionner la Pravda parce qu'elle diffusait de la propagande soviétique, ce qui était le cas. Mais cela n'avait pas d'importance. Aujourd'hui, soudainement, si. Qu'en pensez-vous? Et pourriez-vous peut-être nous dire un peu comment situer Imini TV sur le plan de son orientation politique? Absolument, bien sûr. Je vais donc rebondir sur ce que vous venez de dire. En gros, Imedi TV n'est pas plus propagandiste que ce que nous voyons ici, sur, disons, Fox News, CNN ou MSNBC. Vous savez, mentir ouvertement, fabriquer des vérités. Je ne pense pas qu'aucun étudiant de première année en journalisme approuverait cela, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous parlons d'une certaine orientation, d'un certain récit au sein de la philosophie éditoriale et de diffusion d'Imedi TV qui soutient une position particulière. Si vous avez une autre chaîne de télévision qui s'oppose à cette position, par tous les moyens, présentez votre point de vue, n'est-ce pas? Que cet espace médiatique soit un libre-échange d'idées, si vous voulez. Souvenez-vous, c'est bien ce qu'ils encouragent, n'est-ce pas? De la part de l'Union européenne et de Washington, encourager la diversité d'opinions et l'esprit critique. Eh bien, ce que fait Imedi TV, en gros, c'est affirmer qu'une adhésion aveugle à la propagande occidentale, et d'abord, elle l'a qualifiée de propagande, ce qu'elle s'est avérée être, comme nous le savons tous en Occident collectif, causera plus de tort que de bien à la Géorgie. Et, vous savez, Imedi TV, même s'il y a eu quelques journalistes corrompus, quelques brebis galeuses, comme dans toute organisation, vous ne savez peut-être même pas qui sont ces gens. Dans l'ensemble, Imedi TV a plutôt bien réussi à dépeindre le spectre et les dangers auxquels la politique géorgienne est confrontée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et cela a informé les gens, en conséquence. Vous savez, ceux qui écoutent, je ne connais pas les statistiques exactes, mais environ la moitié du pays regarde Imedi TV. Et maintenant, on leur dit non. Vous ne pouvez pas diffuser vos opinions publiquement, ni les informations issues de vos recherches. Alors la question simple devient, que disons-nous à la société géorgienne, au segment de la société qui nous écoute? Eh bien, nous nous en fichons. Alors imaginez, il ne s'agit pas seulement d'Imedi TV en tant qu'entreprise ou entité commerciale, ni même d'une soi-disant organisation de propagande.
Mais surtout, que dit-on au peuple? En réalité, vous avez une puissance étrangère qui interdit à l'une des plus grandes chaînes de télévision d'informer sa propre population. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et moi, en tant qu'observateur de tout cela et analyste de ce qu'Imedi TV a fait et de la manière dont elle diffuse ses informations et ses analyses, je ne vois vraiment rien qui justifie la panique, ni aucune pratique catastrophique dans le domaine médiatique à laquelle elle se livrerait. Elle suit simplement une certaine orientation. Elle est en désaccord avec l'approche libérale internationaliste et hégémonique. Elle s'oppose au soutien apporté à des régimes meurtriers comme celui de Saakashvili. Car c'est bien le régime de Saakashvili, sous la bannière de la promotion de la démocratie prônée par George W. Bush, qui a en réalité mené un raid physique contre Imedi TV. Nous parlons là du paradoxe et de la contradiction du siècle. Je veux dire, ces gens vous parlent de démocratie, de liberté d'expression et de liberté des médias, tandis que leurs sbires, soutenus par la politique officielle, utilisent les forces spéciales pour faire une descente dans vos bureaux. Donc, c'est précisément ce contre quoi Imedi TV s'est opposé. Vous savez, pour moi, c'est juste un autre exemple d'hypocrisie flagrante. Et je dois simplement souligner ce point à l'achat pour vous montrer celui-ci. Vous savez, j'espère pouvoir l'agrandir un peu, voyons voir. Quoi qu'il en soit, ce que le Royaume-Uni a promulgué en 2023, la loi sur la sécurité en ligne, donne un peu de contexte sur le monde vers lequel nous nous dirigeons maintenant, où le Royaume-Uni, avec cette disposition que je vais vous montrer dans son code juridique, accuse la Géorgie de désinformation flagrante. Dans la loi sur la sécurité en ligne, le paragraphe 169 définit les infractions de communication mensongère. Une personne commet une infraction si elle envoie un message contenant des informations qu'elle sait être fausses. Au moment de l'envoi, cette personne a l'intention que le message ou les informations qu'il contient causent un préjudice psychologique ou physique non négligeable à un public probable, et elle n'a aucune excuse raisonnable pour l'envoi de ce message. Il s'agit d'une infraction de communication au Royaume-Uni. Mais ce que je veux souligner, c'est que le paragraphe suivant, le 180, donc vous n'avez pas le droit de mentir. Le Royaume-Uni vous punit si vous mentez sur les réseaux sociaux ou dans les médias en général. Vous n'avez pas le droit de commettre une infraction de communication mensongère. Mais l'article 180, les exemptions à cette infraction. Un éditeur de presse reconnu ne peut pas commettre une infraction en vertu du paragraphe 169, juste pour que tout le monde le voie. C'est comme si le Royaume-Uni autorisait officiellement ses diffuseurs. La BBC est officiellement autorisée à mentir. Ils ont l'accord du gouvernement de Sa Majesté pour commettre des infractions de communication que tout le monde n'a pas le droit de commettre. Et vous savez, si vous êtes un diffuseur officiel, alors bien sûr, allez-y, vous pouvez le faire. Voilà le pays, avec ce genre de réglementation inscrite dans son code juridique, qui sanctionne une chaîne de télévision étrangère pour avoir commis des infractions. C'est tout simplement stupéfiant. C'est d'une hypocrisie sans nom. Mais l'achat, mais c'est aussi très orwellien. As-tu remarqué à quel point le langage est orwellien, la façon dont ils écrivent, dont ils décident qui peut parler et qui ne peut pas parler? Je suis content que tu aies déniché ce document. C'est bien. Oui, et c'est un document important. C'est la loi sur la sécurité en ligne. C'est ainsi que le Royaume-Uni peut, légalement, poursuivre et inculper des personnes selon ses codes juridiques, n'est-ce pas? Donc on peut être puni pour tout cela. C'est bon à savoir que la BBC ne peut pas être punie, enfin, qu'aucun détenteur de licence de diffusion ne peut être puni pour avoir dit quelque chose de sciemment faux. Oui, on voit donc bien qu'il existe clairement deux ensembles de normes, n'est-ce pas?
L'un s'applique à nous et aux entités officielles, ainsi qu'à tous ceux qui détiennent une licence de notre part, et l'autre s'applique à tout le reste du monde. Et nous, du haut de notre piédestal, nous disons ensuite à tout le monde à quel point ils sont de mauvaises personnes. Bref, y a-t-il autre chose à ajouter à propos d'Imedi TV? Ou passons-nous à une autre saga, celle de Monsieur Vance visitant la région, le Caucase, mais en évitant la Géorgie? Exactement. Eh bien, sur Imedi TV, je pense que nous avons à peu près tout couvert. C'est une grande tragédie, vraiment, surtout pour le monde occidental. Vous savez, comme nous l'avons mentionné à de très nombreuses reprises, ils deviennent en quelque sorte les victimes de leur propre fanatisme et de leur idéologie. Et c'est triste de voir que cela se produit en Occident. Comme vous l'avez dit à propos de la Pravda et des médias de l'époque soviétique, où les gens n'avaient qu'une ou deux chaînes, on comprenait ce qui se passait. Mais lorsque l'Occident arrive à l'ère post-guerre froide et proclame la liberté, la prospérité et les droits pour tous, et que nous en venons maintenant à dégénérer dans de telles pathologies, c'est vraiment triste à observer. Mais en ce qui concerne Imedi TV, il n'y a rien d'exclusivement horrible dans ce qu'Imedi TV a fait. Et en gros, vous savez, j'ai fait des affaires là-bas. D'abord, je dois dire cela comme une sorte d'avertissement pour que personne ne m'accuse d'hypocrisie. Mais, vous savez, nous parlions de chaque type de problème en politique étrangère et des évolutions des affaires mondiales dont vous, moi et nos collègues discutions constamment. Ensuite, nous diffusions cela pour le public géorgien. Et il n'y avait rien de mal à cela. Nous faisions venir des personnes et des invités de très grande qualité, y compris vous, bien sûr. Au tout début, je pense que collectivement, ces invités remarquables et ces personnes qui avaient eu la gentillesse d'accepter de venir sur Imedi offraient des opinions très objectives, bien documentées, universitaires, et leur réputation est irréprochable. Voilà donc ce que faisait Imedi, à ma connaissance. Notre collègue Ian Proud, ancien diplomate britannique, a effectivement, je ne sais pas si c'est une émission hebdomadaire ou non, mais il diffuse aussi là-bas. Donc je veux dire, de bonnes personnes. Beaucoup de bonnes personnes utilisaient Imedi, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec elles. Vous pouvez ne pas être d'accord, penser qu'elles ont tort et argumenter contre elles. Et vous pouvez aller diffuser cela sur n'importe quelle station ou chaîne que vous voulez. Mais nous en sommes maintenant au triste point où l'Occident n'essaie plus de rivaliser sur le terrain des opinions, etc., et se contente de recourir à des sanctions et à une censure flagrante. C'est fondamentalement une approche de censure. Bien que dans ce cas, puisqu'il ne peut pas censurer directement en Géorgie, il fait la chose la plus proche. Il essaie de nuire à ces institutions économiquement autant que possible. Juste un dernier point à propos d'Imedi TV. Ils assimilent essentiellement la critique, le questionnement et toute discussion sur la validité de cette guerre, et en particulier sur la position de la Géorgie. La Géorgie a aidé l'Ukraine sur la scène internationale en soutenant sa souveraineté. Elle a été un défenseur constant de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais la Géorgie a déclaré que militairement, nous ne pourrions pas aider, car ce serait suicidaire. Dès que l'on commence à aborder ce sujet, ils assimilent cela à une position anti-ukrainienne. C'est à ce point que tout cela est devenu propagandiste. Ils ne vous laissent vraiment aucun bénéfice du doute, et vous êtes automatiquement étiqueté pro-russe. C'est triste. C'est triste, mais c'est comme ça. Passons à Vance. Alors, pourquoi a-t-il sauté la Géorgie? Pourquoi a-t-il rendu visite à tout le monde, sauf à la Géorgie? Et vous, étiez-vous satisfait? Eh bien, quand la nouvelle s'est d'abord répandue,
elle a provoqué une onde de choc politique, si l'on veut. Je ne pensais pas que cela allait être une sorte de rejet catastrophique de la Géorgie après 30 ans de partenariat américano-géorgien, n'est-ce pas? Rien de comparable à cela. Vous savez, la politique est très sensible. Et quand la vice-présidente des États-Unis saute la Géorgie, l'un des pays centraux du Caucase du Sud, et se rend, disons, en Azerbaïdjan, non pas que l'Azerbaïdjan ou l'Arménie soient moins importants, mais je veux dire, traditionnellement, on se souvient de l'époque où George W. Bush est venu à Tbilissi en 2005. C'était un voyage historique qui a fini par bouleverser l'ordre naturel des choses, au point que 2008 a suivi 3 ans plus tard. Néanmoins, la Géorgie était ce phare de la liberté, pour reprendre les mots de George W. Bush, dans la région. Depuis, bien sûr, des figures de l'opposition, des radicaux, des pro-occidentaux, pour ainsi dire, ont accusé la Géorgie de tourner le dos à l'Occident collectif. Mais clairement, cela n'a rien à voir avec ça. La Géorgie a compris que nous vivions essentiellement une époque de destruction et d'effondrement des mythes. Toute cette propagande néolibérale et néoconservatrice s'effritait, et ils ont simplement dû sauver leur peau et adopter une attitude plus pragmatique envers la Russie. Voilà, pour faire court. Mais en ce qui concerne la visite de Vance dans le Caucase du Sud, voici l'ironie. La Géorgie est très bien positionnée sur le plan stratégique. La Géorgie a fait preuve, en coulisses, de patience stratégique et dans une large mesure, je dirais même, de confiance. Même si, politiquement, le fait d'avoir sauté l'étape de la Géorgie n'a pas donné une bonne impression, on ne peut pas vraiment dissimuler ce fait. Je pense qu'à long terme, la Géorgie en tire maintenant les bénéfices, d'une certaine manière, car, étant donné sa position géopolitique, la Géorgie est indispensable. On ne peut pas se passer de la Géorgie. C'est un État indispensable au cœur du Caucase du Sud. Elle borde la mer Noire. C'est la sortie de la côte de la mer Noire vers l'Europe. Et maintenant, si vous vous souvenez, mes chers collègues, du paradigme géorgien de la paix, tout ce concept, c'est là toute l'ironie de la chose. Le voyage de Vance, à mon avis, a ravivé les théories et les concepts dont nous avons discuté à Tbilissi avec mes collègues. Les États-Unis commencent enfin à considérer le Caucase du Sud comme un projet géoéconomique, sans pour autant reléguer la géopolitique au second plan, car elle sera toujours présente, mais en abordant la région de manière plus transactionnelle, certainement dépourvue de toute hubris libérale internationaliste, n'est-ce pas? Toute cette idéologie a disparu. Et désormais, l'ensemble de l'attention stratégique se concentre sur les projets géoéconomiques. On pourrait dire qu'il s'agit d'une sorte de cheval de Troie, d'une autre manière de contrebalancer la Russie, voire pire. Il s'agit aussi d'isoler l'Iran à cause de ce corridor de Zangezur. Il s'agit de renforcer et d'approfondir l'ensemble du monde turcique et de promouvoir une sorte de politique azerbaïdjanaise soutenue par Israël, une sorte de puissance régionale face à la Turquie. Mais, vous savez, je pense que c'est exagéré. Oui, il y a un risque, mais j'ai toujours répondu à cet argument en disant que la Russie se trouve au centre de tout cela. Dans sa compréhension traditionnelle de la région, la Russie n'abandonnera jamais ses intérêts vitaux en matière de sécurité nationale. J'ai également toujours dit que la Géorgie et la région, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, sont connus pour leurs projets géoéconomiques auxquels la Russie a consenti par le passé. Donc, vous savez, je pense que je vais m'en tenir à ces contours, parce que, eh bien, pour revenir à la Géorgie, je pense que la Géorgie ne perdra pas sa position. Bien au contraire, même si le voyage, n'est-ce pas, le nouveau projet de Trump pour lequel il a envoyé Vance à Bakou et à Erevan, pourrait laisser penser le contraire. Nous avons donc la mer Caspienne. La mosaïque n'a pas vraiment beaucoup changé.
Le corridor central multimodal, est l'une des principales routes de transit où la Géorgie joue un rôle majeur. C'est un ajout supplémentaire. Ainsi, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, tous passent par la mer Caspienne, puis via la Géorgie vers la mer Noire et la Turquie, n'est-ce pas? La Géorgie ne perd donc pas sa position géopolitique, ni son importance géoéconomique. La seule chose dont la Géorgie, à mon avis, doit se préoccuper, c'est de l'économie elle-même. Sur le plan intérieur, la balance commerciale, le secteur manufacturier, ils doivent s'améliorer sur ce point, n'est-ce pas? En d'autres termes, leur propre base économique et industrielle. Mais en ce qui concerne l'idée que la Géorgie serait en quelque sorte extraite, arrachée à sa région historique à cause du voyage ou du corridor de Zangezur, c'est tout le contraire. C'est à mon avis un projet complémentaire. Et Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, a récemment déclaré, il y a environ une semaine, lors d'une conférence sur la sécurité, que la Géorgie ne faisait pas seulement partie intégrante de ce projet, mais il a remercié les responsables de Tbilissi pour leur coopération avec Bakou lorsque Bakou a transféré sa première cargaison de marchandises et de produits énergétiques via l'Arménie. Il a donc, en somme, exprimé ouvertement son soutien au rôle de la Géorgie dans la région. Ainsi, vous voyez que sur le plan de l'infrastructure géoéconomique de base, la Géorgie occupe un rôle central en tant qu'État de transit. Et il y a largement de quoi développer cet atout, principalement bien sûr le corridor du milieu, également appelé le corridor transcaspien. Je pense donc que la Géorgie est bien positionnée en termes de stratégie et de positionnement à long terme dans la région. Ce qui pourrait toutefois susciter des inquiétudes, c'est la manière dont la Géorgie gère l'évolution de ses relations avec les États-Unis et avec l'Europe. À mon avis, elle doit simplement approfondir ses relations diplomatiques avec Washington. Je peux me tromper, mais elle doit simplement être plus active et plus présente. C'est dans ce domaine que la Géorgie pourrait, à mon avis, avoir besoin d'un peu d'aide. Mais à part cela, je pense que Tbilissi a fait preuve d'une réelle patience, une patience stratégique, et je suis assez sûr qu'au bout du compte, elle améliorera ses relations avec Washington et que les choses reviendront à la normale. Il n'y a aucune raison fondamentale pour que Washington continue, en quelque sorte, d'ignorer la Géorgie. La Géorgie est prête sur les plans socioculturels, géopolitiques et économiques, ainsi qu'en ce qui concerne son adhésion globale aux valeurs occidentales et son partenariat avec les États-Unis. Oui, et le plus drôle, c'est qu'on entend toutes ces accusations selon lesquelles la Géorgie ne jouerait pas le jeu avec l'Occident, alors qu'en réalité, elle fait tout ce qu'elle peut pour s'intégrer. Elle souhaite toujours, bien sûr, rejoindre l'Union européenne. Mais je veux juste montrer cette petite image ici pour que tout le monde comprenne bien ce qu'est ce nouveau projet géoéconomique que les États-Unis ont officiellement lancé. Ce voyage intitulé « Route Trump pour la paix et la prospérité ». Je ne sais pas pourquoi il faut toujours qu'il mette son nom sur chacun des projets auxquels il participe. Mais bon, d'accord, c'est juste du narcissisme. Ce dont nous parlons ici, c'est d'une route commerciale partant de la mer Caspienne, depuis l'Azerbaïdjan, puis passant par l'Arménie. Cette petite bande ici est une enclave azerbaïdjanaise, n'est-ce pas? Donc, elle relie l'Azerbaïdjan à l'Azerbaïdjan. Mais au milieu, il y a l'Arménie. Et pour l'instant, tout le projet n'est pas encore finalisé. Laissez-moi voir si je peux agrandir un peu l'image. Non, ici, peut-être comme ça. Non. Désolé, voilà, comme ceci. La petite bande ici est un territoire arménien. Et selon le projet actuel, qui n'est pas encore une loi en Arménie, pas encore ratifiée, c'est pour l'instant seulement une lettre d'intention, l'idée serait de céder ce petit morceau, d'environ 50 km, si je me souviens bien.
44 kilomètres, si je ne me trompe pas. 44 kilomètres, situés juste à la frontière avec l'Iran, seraient loués aux États-Unis pour 99 ans. Et il s'agirait essentiellement d'une voie contrôlée par un sous-traitant militaire américain, situé exactement à la frontière avec l'Iran. De là, elle mènerait vers l'enclave, puis plus loin vers la Turquie, et de là, elle pourrait rejoindre l'Europe ou la Méditerranée. C'est l'idée de cette grande connexion reliant la mer Caspienne au reste de l'Europe. Et bien sûr, cela pose de sérieux problèmes, car c'est à la frontière avec l'Iran, et parce que cela couperait plus ou moins le commerce nord-sud, n'est-ce pas? Cela va physiquement gêner le commerce nord-sud. Ce n'est pas que l'Azerbaïdjan soutienne actuellement beaucoup le commerce russo-iranien sur son territoire, ni qu'il n'existe pas de voie possible par la mer Caspienne pour le faire. Mais cela va constituer un autre projet géoéconomique dans la région. Maintenant, le voyage de Vance était-il uniquement lié à celui-ci, en essayant de négocier avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie? Ou avez-vous en réalité observé davantage de choses se dérouler en coulisses lors du voyage de Vance? Bien sûr. Eh bien, nous pouvons aller un peu plus loin. En plus de ce grand projet géoéconomique, la question se pose sur le plan géopolitique. Où cela laisse-t-il l'Arménie? Parce que je pense que l'Azerbaïdjan est dans une position bien plus forte, n'est-ce pas? L'Azerbaïdjan est beaucoup plus allié à la Turquie, à Israël, et ainsi de suite. L'Arménie, et c'est là que j'ai mentionné la sorte de patience stratégique de la Géorgie, trouve ici un parallèle utile. Car l'Arménie s'est lancée là-dedans. Elle a plongé tête baissée. Elle a perdu son territoire, n'est-ce pas? Soyons honnêtes sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre du Karabakh. L'Azerbaïdjan a gagné, a repris, disons, plus de 30 ans de territoire reconnu, le Haut-Karabakh. Et maintenant, l'Arménie est perçue comme fondamentalement désespérée. Le risque stratégique et politique auquel l'Arménie est confrontée, à mon avis, est bien plus élevé que celui de la Géorgie dans son état actuel, ou de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a pleinement rétabli sa souveraineté et il bénéficie, en gros, du soutien du monde occidental. Mais la situation de l'Arménie, surtout avec, pratiquement aucune garantie de sécurité venant de l'Occident, est très différente. Il y a des promesses selon lesquelles les États-Unis pourraient reconstruire ou restaurer l'ancienne infrastructure de son programme nucléaire soviétique à des fins civiles, n'est-ce pas? La Russie ne dit pas grand-chose à ce sujet, car elle exploite encore ses centrales nucléaires civiles datant de l'époque soviétique. Et l'un des projets, l'un des objectifs du voyage, consiste à reconstruire, avec de l'argent occidental, principalement américain, l'infrastructure énergétique de l'Arménie. Et dans quelle mesure ils le feront réellement reste aussi en suspens. La Russie observe cela de très près. Et vous savez, à moins de réellement équiper l'Arménie d'un soutien militaire, oui, la Russie pourrait consentir à beaucoup de ce qui se passe. Mais la seule raison pour laquelle la Russie agit ainsi, à mon avis, c'est parce qu'elle sait que l'Arménie n'a nulle part ailleurs où aller. Si ce n'est peut-être en espérant que les États-Unis redéveloppent son infrastructure économique, par exemple. La stratégie à long terme de l'Arménie n'a pas été définie. Elle fait ce qu'elle fait simplement pour survivre, en somme. Mais elle ne peut pas vraiment échapper au contrôle et à l'influence de la Russie, même si Trump arrive en promettant toutes sortes d'avantages pour le développement économique à long terme de l'Arménie. Alors, la question est donc de savoir si la région redeviendra ce dont nous avons parlé. Cet espace géopolitique, où la géoéconomie primera, et où les intérêts de sécurité nationale seront équilibrés par d'importants investissements,
disons venus d'Amérique, n'est-ce pas? Et tant que ces lignes rouges ne sont pas franchies, la région se reconfigurera-t-elle en un espace géopolitique où toutes ces grandes et moyennes puissances coexisteront plus ou moins sur la base d'intérêts et de transactions commerciales? C'est essentiellement ce que beaucoup de gens en Géorgie affirment. Ouvrir la région, se concentrer sur l'arrivée de ces grandes puissances et laisser leurs intérêts stratégiques se transformer en intérêts géoéconomiques, ce qui réduirait considérablement la probabilité de véritables guerres éclatant tous les 5 ou 10 ans environ. Et si, écoutez, si Trump parvient à faire cela, tant mieux pour lui. Non? Si Trump parvient, eh bien, je ne pense pas que Poutine s'y opposera ou cherchera à le saboter. Encore une fois, il s'agit surtout d'économie et de géoéconomie. Donc il y a là un potentiel de collaboration et de coopération à l'échelle régionale et internationale. Mais malgré tout, l'Arménie doit faire attention à la direction qu'elle prend et à ce qu'elle espère. Car encore une fois, elle est à découvert. Stratégiquement, elle est à découvert. Elle n'a, à mon avis, aucune garantie que l'Occident lui en offrira un jour. Non, non. Je veux dire, si vous regardez cela, vous réalisez que si l'Azerbaïdjan faisait à l'Arménie continentale ce qu'il a fait au Haut-Karabakh, et le Haut-Karabakh était une enclave arménienne à l'intérieur de l'Azerbaïdjan continental, eh bien, vous savez, cela ne changerait pas tant de choses sur le plan géoéconomique, n'est-ce pas? L'Azerbaïdjan et la Turquie sont des alliés très solides. Ils sont étroitement liés, aussi par la religion et d'autres aspects. On peut voir que la plus forte pression en ce moment s'exerce clairement sur l'Arménie. Et la Géorgie, au nord, dans ce contexte, se trouve un peu en dehors de la zone de compétition intense. Je veux dire, quand on est pris en étau entre la Russie, la Turquie et l'Iran, c'est une région très importante sur les plans géopolitiques et géoéconomiques. Une région qui devrait servir de tampon et de pont. Et espérons-le, ne pas devenir un front dans le prochain type de confrontation. Ce qui nous amène peut-être à la question de l'Iran. Je veux dire, il y a beaucoup de tensions en ce moment, bien sûr, parce que dans le sud, il y a tout ce renforcement naval et les menaces des États-Unis d'utiliser leur marine contre l'Iran. Mais dans le nord, lors de la dernière guerre, la guerre de 12 jours, l'Azerbaïdjan a également coopéré avec les États-Unis, au moins pour la collecte de renseignements, en mettant son territoire à disposition à cette fin. Et il existe de sérieuses craintes que l'Azerbaïdjan, lors du prochain cycle d'échanges et de frappes, ne devienne en réalité une base de lancement pour attaquer l'Iran depuis le nord. Selon vous, quelle est la probabilité que le Caucase devienne une sorte de théâtre de guerre contre l'Iran? Le Caucase constituera en quelque sorte la limite extérieure. Il sera affecté, mais pas directement. Sur le plan logistique, la Géorgie sera touchée, et l'Arménie le sera aussi. Je pense que l'Arménie doit être particulièrement prudente ici, car l'Iran a soutenu l'Arménie, et elle devrait vraiment réfléchir à 2 fois avant de décider dans quel panier placer ses œufs stratégiques. L'Iran a certes soutenu la Russie également, mais il a aussi maintenu un certain degré de stabilité dans la région vis-à-vis de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Il a de nouveau soutenu l'Arménie dans sa guerre séparatiste entre les 2 pays. Donc bien sûr, avant tout, il y aura des réfugiés, mais ensuite, les flux de réfugiés, ce qui représente d'énormes risques pour la Géorgie également. Mais ensuite, les mécanismes du commerce pourraient aussi être perturbés. Vous savez, je pense que lors de ce voyage, si la Russie devient très proactive, oui, la Russie deviendra très proactive. Et le voyage pourrait être,
Si le corridor de Zangezur devient le seul corridor protégé sous l'égide des États-Unis, alors la politique de Washington à l'égard du corridor de Zangezur et de l'ensemble du voyage s'intensifiera pour contrebalancer tout corridor nord-sud ou est-ouest susceptible d'entrer en concurrence avec lui, surtout si nous parvenons à isoler l'Iran. Eh bien, la Russie n'appréciera pas du tout cela. Donc, la place où l'Arménie se retrouvera coincée dans cette équation est une autre question. Je pense qu'il y aura des perturbations, à la fois dans les projets de connectivité géoéconomique, des projets physiques. Il pourrait y avoir une perturbation. Et puis, sur le plan géopolitique, ces petits États seront essentiellement confrontés à un choix. L'une des raisons pour lesquelles la Géorgie est selon moi sous-estimée, ou quelque peu ignorée, c'est qu'elle ne souhaite pas vraiment être perçue comme s'alignant sur l'un ou l'autre de ces États régionaux, tout en maintenant des relations équilibrées avec chacun d'eux, pour ainsi dire. C'est la politique la plus intelligente qu'elle puisse suivre. Mais pour l'Arménie, si à ce moment-là, les États-Unis commencent à considérer la situation et disent « Écoutez, c'est notre investissement à long terme, et vous devez soit nous soutenir vis-à-vis de l'Iran, soit par le biais de certains projets logistiques, soit en acceptant des réfugiés. » Alors, à mon avis, l'Arménie se retrouvera dans une situation délicate. Alors, vous savez, la Géorgie subira aussi des pressions. Cela dépendra de l'ampleur, de la profondeur et de l'étendue de ce conflit et de la taille qu'il prendra. Vous savez, nous savons tous maintenant que ce ne sera pas une attaque chirurgicale, même si Washington peut se sentir un peu enhardi après la guerre de 12 jours. Le général Kane, un général très respecté, a récemment, je suis sûr que vous en avez entendu parler, déclaré, je crois que c'était soit dans le Wall Street Journal, soit lors de la réunion du Conseil de sécurité, que si les États-Unis décidaient d'attaquer l'Iran, ce serait un grave problème. Cela déclencherait une flambée régionale que les États-Unis ne pourraient pas contrôler par la suite, évidemment avec la fermeture du détroit d'Ormuz, des dommages aux infrastructures énergétiques et une envolée des prix de l'énergie, et ainsi de suite. Donc, mais vous savez, chaque analyse s'oppose fondamentalement à l'invasion, à l'idée de bombarder l'Iran et de poursuivre cette campagne. Mais encore une fois, cela montre bien les implications. À quel point cela pourrait devenir vaste et englobant à l'échelle régionale, au point que les effets de débordement se feront certainement sentir dans le Caucase du Sud. La Géorgie sera probablement soumise à des pressions, vous savez, pour interdire l'utilisation de son espace aérien. Des réfugiés devront arriver, et dans l'ensemble, la perturbation des projets de connectivité géoéconomique sera certainement menacée. Oui, se concentrer uniquement sur le Sud et essentiellement sur le théâtre du Moyen-Orient ne suffit pas, n'est-ce pas? Cela aura également une influence directe vers le Nord, jusqu'au Caucase. Et les risques sont assez importants. Quelle est votre évaluation de la manière dont vous pensez que l'Azerbaïdjan va gérer cela? Monsieur Aliyev, qui a été très pro-américain, mais aussi, de manière surprenante, très pro-israélien dans sa rhétorique. Ce qui, pour une nation turcique et musulmane, me surprend assez. Mais à mon avis, l'Azerbaïdjan joue un jeu très dangereux, notamment avec sa rhétorique fortement anti-russe, y compris l'indignation suscitée par certaines arrestations de gangs criminels azerbaïdjanais en Russie l'année dernière. Il y a également eu un incident aérien pour lequel la Russie a présenté ses excuses, mais qui a été largement exploité à des fins de relations publiques en Azerbaïdjan. Quelle est votre évaluation de cette situation? Et pourquoi, monsieur? Aliyev joue-t-il un jeu aussi dangereux pour un pays qui pourrait être directement impliqué dans des affaires militaires extrêmement périlleuses?
J'analyserai personnellement le leadership récent de M. Aliyev comme celui de quelqu'un qui se laisse un peu emporter par son succès. Il a mené une politique étrangère régionale brillante, mais la question devient alors, quand faut-il ralentir? Je suis sûr qu'il comprend le facteur russe, qu'il existe une limite à ce genre d'hubris. On parle aussi du fait qu'il pourrait envisager la balkanisation de l'Iran. Il y a là-bas une importante minorité d'Iraniens d'origine azérie. L'idée du séparatisme vient en réalité davantage de l'Occident collectif, de la pensée de Washington, que si le changement de régime ne se produit pas, il pourrait tenter de disséquer le pays en minorités ethniques. Pensez-vous qu'il se prépare à profiter des dépouilles de la guerre? Tu crois que c'est ce qu'il a en tête? Genre, ouais, si l'Iran se désintègre, on ira prendre la partie azérie. Exact. Mais alors, que fera la Russie? Je pense que si j'étais l'Azerbaïdjan, je resterais simplement en retrait pour observer la situation. Je ne m'impliquerai pas, car encore une fois, la Russie n'oublie rien de ce qui se passe dans la région, croyez-moi. La Russie suit tout cela de très près. Elle comprend parfaitement les lignes rouges. La Chine comprend les lignes rouges de la Russie, sans parler des 3 républiques du Caucase du Sud. Donc, je pense que lorsqu'il s'agit de géopolitique et des intérêts de sécurité nationale de la Fédération de Russie, Aliyev sait qu'il ne peut pas aller trop loin. Il existe une interdépendance économique entre les 2 pays. L'Azerbaïdjan a besoin de la Russie. Et la Russie peut très vite gâcher la fête de l'Azerbaïdjan. Cela peut perturber les échanges économiques. Il peut surgir un rapport scandaleux qui bloque les exportations ou les importations. Et c'est précisément ce qu'Aliyev doit absolument éviter. Vous savez, je pense que c'est clair à ce stade. Si j'étais Aliyev, je me contenterais d'observer. Je ne voudrais pas donner l'impression que je reçois des renseignements du Mossad ou que je deviens un centre pour Israël contre l'Iran dans la région, ou encore pour un renforcement des troupes de l'OTAN contre l'Iran. Ce n'est pas ce que je voudrais faire, ni contre la Russie, ni même être perçu ainsi, car cela déclencherait un nouveau dilemme de sécurité. Et nous avons vu ce dilemme de sécurité classique entre la Russie et l'Ukraine. C'est donc le genre de situation que Bakou devra éviter, à mon avis. Oui, mais toi et moi, nous sommes de bons neutralistes, dans le sens où nous pensons que les pays devraient entretenir de bonnes relations avec tous les autres pays autant que possible. Mais nous savons qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme ça, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a le camp de l'OTAN, qui ne raisonne qu'en termes de dissuasion, comme le répète souvent Jeffrey Sachs. Sur l'échiquier, où sont mes pièces? Et ils adoreraient incorporer une pièce du Caucase du Sud dans leur sphère, n'est-ce pas? Donc, mais tu ne penses pas que M. Aliyev soit assez fou pour réellement tenter cela, pour en gros se transformer en un centre de l'OTAN? Non. S'il le fait, ce serait une énorme erreur de sa part. Et je pense qu'il est trop intelligent pour cela. D'un point de vue stratégique à long terme, il comprend que la Russie ne le tolérera pas. Le Kremlin l'a mentionné à de nombreuses reprises. Donc, la question que nous devons nous poser est la suivante. Une fois cette guerre terminée, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et beaucoup d'experts, comme nous le savons tous, affirment qu'elle se terminera par une solution militaire plutôt que diplomatique, une fois qu'elle sera finie, aussi laide que puisse être cette victoire pour la Russie. Que se passera-t-il ensuite? La Russie reviendra en arrière et jettera un nouveau regard sur son arrière-cour. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Et il ne fait également aucun doute que la Russie est un État militairement bien plus puissant que l'Azerbaïdjan. Il n'existe pas un seul pays dans la région qui viendrait en aide à l'Azerbaïdjan. Dieu nous en garde. Si la Russie décidait d'y déclencher un conflit militaire. Les États-Unis n'interviendraient pas, car ce n'est pas un territoire de l'OTAN.
c'est la région de la mer Caspienne, le Caucase du Sud. En d'autres termes, la même formule utilisée pour tromper ces trois républiques, et surtout dans ce cas, la Géorgie, reste encore aujourd'hui une formule très efficace. Provoquer la Russie, faire en sorte que ces pays aient l'impression qu'ils peuvent venir faire des affaires avec nous, les attirer autant que possible, puis faire monter la tension jusqu'à ce que la Russie dise « ça suffit », et ensuite les abandonner à la fin. À mon avis, d'un point de vue géostratégique, cette formule n'a pas changé. Tout simplement parce que l'Occident ne dispose pas d'instruments de pouvoir tangibles et concrets pour bloquer la Russie ou pour mener une politique de construction nationale dans le Caucase du Sud, au point de provoquer un effondrement, ni pour établir une sorte de zone stratégique de protection contre la Russie. Il ne peut pas créer un refuge distinct sous le flanc stratégique de la Russie. C'est donc ce que nous devons garder constamment à l'esprit. Oui, c'était une victoire brillante de la part d'Aliyev. Il a gagné un immense respect, une grande réputation et du pouvoir. Mais il y avait une limite à cette vision stratégique. Et je pense que cela est compris à Moscou. Et c'est compris à Bakou. Une chose à garder à l'esprit, c'est que l'Azerbaïdjan est assez... disons que le régime de M. Aliyev n'est pas le plus démocratique du monde, pour le dire ainsi, mais le système politique azerbaïdjanais est probablement moins sous l'influence des ONG occidentales que d'autres. De plus, la Géorgie a réussi à adopter des lois qui garantissent une certaine transparence, car nous avons vu l'approche de l'Occident, des États-Unis, consistant essentiellement à favoriser des régimes clients en infiltrant la société civile. Et je suis désolé de devoir le dire ainsi, mais c'est bien ce dont il s'agit. C'est la logique de toutes ces approches. Avoir des ONG qui travaillent dans le domaine des médias, dans la société civile, qui influencent ensuite le gouvernement, puis les partis politiques, et qui finissent par faire adopter certaines politiques. C'est de cela qu'il s'agit. Tout le programme du National Endowment for Democracy, ce genre d'organisation soutenue. Et nous avons vu comment, dans le Caucase, le seul endroit où cela semble fonctionner un peu est en réalité l'Arménie, où nous assistons, à mon avis, à une forme de recul démocratique sous la direction actuelle, face à des forces qui seraient pourtant très favorables à l'approche de la Géorgie, consistant à éviter de se faire des ennemis. Mais la Géorgie, et l'Azerbaïdjan aussi en ce sens, je dirais, restent encore sous une direction plus indépendante et nationaliste, capable de s'opposer à des politiques suicidaires. Ou bien voyez-vous les choses autrement? Non, je veux dire, je ne comparerai pas tout à fait. Enfin, je veux comparer en quelque sorte le gouvernement de la Géorgie à celui d'Aliyev. Vous savez, le modèle de gouvernement interne de l'Azerbaïdjan est différent, et cela les regarde. Mais en ce qui concerne la Géorgie organise des élections, sauf que, parmi tous les peuples du monde, ce sont nos partenaires occidentaux qui ne veulent pas reconnaître ces élections. Donc, vous voyez dans quel genre de monde fou nous vivons. Mais d'une manière générale, l'environnement politique et intérieur de la Géorgie est assez dynamique. S'il y avait une opposition saine, et d'ailleurs l'opposition l'a déjà reconnu elle-même, elle n'a simplement pas réussi à former une coalition démocratique cohérente, à part vouloir renverser tout ce qu'elle n'aime pas. Mais même là, vous avez mentionné les ONG. Eh bien, nous savons que la question des ONG est constante en Géorgie depuis, disons, 5 ans. Et certains de nos collègues ont rédigé d'excellentes analyses à ce sujet. Par exemple, sur la manière dont l'USAID, si elle n'avait pas été fermée, aurait pu vous soumettre à encore plus de pression. Et nous savons aussi maintenant, avec le recul, que oui, le National Endowment for Democracy et les think tanks du courant néoconservateur et néolibéral font tous partie d'un vaste système idéologique qui a directement ou indirectement joué un rôle dans, au minimum,
l'escalade de la situation, polarisant la société entre pro- et anti-russes et pro- et anti-occidentaux. Et c'est ainsi qu'ils maintiennent toujours une sorte de déni plausible. Non, ce n'était pas nous. Nous ne faisons que promouvoir la démocratie. Nous ne faisons que vous expliquer ce que sont l'état de droit et l'institutionnalisme libéral. Mais si vous ne faites pas ce que nous vous disons, alors nous allons vous sanctionner. Vous serez sanctionné. Comment pouvons-nous être sanctionnés? Et la Géorgie a survécu à tout cela, ce qui est vraiment remarquable. Et oui, la Géorgie a beaucoup de problèmes, je le dis toujours. Mais dans l'ensemble, aucun de ces problèmes ne justifie de renverser le gouvernement. On en est très loin. Mais encore une fois, ce sont nos amis démocrates qui veulent que cela se produise. Donc je pense, pour revenir très rapidement à votre point sur l'Azerbaïdjan et la Géorgie, qu'un point commun que je soulignerai est que les deux États défendent leurs propres intérêts et leur souveraineté. C'est ce que je voulais dire quand je les ai comparés. Ce sont des systèmes complètement différents, mais ils ont la capacité de réfléchir à ce qui est le mieux pour eux, contrairement, disons, à l'Ukraine. Ce qu'on ne peut pas vraiment dire de l'Arménie en ce moment, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, que veut l'Arménie? La souveraineté? Ou ce qu'il en reste? Ou bien veut-elle s'attacher à quelque chose d'abstrait, qu'on ne peut pas vraiment saisir? Je pense que c'est là que réside la grande différence stratégique entre, disons, la Géorgie et l'Arménie. La Géorgie prend du recul, ayant tiré les leçons du passé, et essaie de tirer le plus d'autonomie possible de cette stratégie, sans s'emballer. D'accord. D'accord, très bien. Je pense que cela nous a vraiment ramenés en arrière et a bouclé la boucle. Parce que, vous savez, nous en revenons à ce qu'est l'approche occidentale de la démocratie libérale. Tout ce qui la soutient est une démocratie. Et tout ce qui ne partage pas notre vision de la manière dont la politique devrait évoluer est autoritaire et doit être combattu. Comme Imedi TV maintenant, malheureusement. Lashka, pour les personnes qui souhaitent suivre ton travail et ton analyse, où devraient-elles aller? Ils devraient aller consulter le site des études sur la neutralité. Ils peuvent aussi lire mes articles sur Acura et dans The National Interest. D'accord. Je vais essayer de mettre tous ces liens dans la description ci-dessous. Pascal Lotad, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal.